Eh bien, bonjour à tout le monde. Et donc, je suis très heureux de présenter Christophe Darmanjat pour cette conférence ce soir. Donc, c'est une des conférences qui s'inscrit dans le cycle autour de l'exposition Préhistoire entre utopie et réalité. Vous allez voir que on va justement être un peu entre l'utopie et la réalité sur ce sujet de la chasse et de la participation des femmes à la chasse dans les temps paléolithiques. Bon, Christophe Darmanjat, vous le connaissez peut-être déjà. Il se présente comme le mieux coiffé des anthropologues. Mais enfin, blague mise à part, c'est quelqu'un qui vient donc de l'anthropologie culturelle, l'anthropologie sociale, je ne sais pas comment il faut dire ça aujourd'hui, les deux à la fois, et qui a produit pas mal de textes. Donc je ne sais pas si vous suivez son blog, hein, il s'appelle la Hutte des classes, ça ne s'invente pas, et qui a produit des livres en particulier sur les chasseurs-cueilleurs et certains de leurs comportements, en particulier sur la question des conflits, de la guerre. Bon, de temps en temps, même assez souvent, il prend un peu à rebrousse-poil les choses qui ont paru très consensuelles pendant de nombreuses années. Et donc, je suis heureux de l'avoir ce soir ici avec nous. Et je vais lui passer la parole sans plus attendre. Bon, merci bien. Bonsoir à tous. Donc, un sujet peut-être un peu inflammable, mais que je vais quand même essayer de traiter sans me faire enflammer, les femmes préhistoriques et la chasse. Alors, sans plus attendre, commencer par dire que c'est un sujet qui fait beaucoup parler, j'y reviendrai, disons, depuis quelques années, avec des choses qui se présentent comme une remise en cause plus ou moins fondamentale, plus ou moins radicale des savoirs établis. Ce qui est un petit peu paradoxal dans la mesure où, on le verra, ça ne s'appuie pas sur des grandes nouvelles découvertes qui auraient été faites, et où c'est un sujet où, sur un certain nombre de points, et en particulier sur l'état des lieux, finalement, il y avait un consensus qui s'était dégagé au travers de la communauté scientifique, consensus qui n'est pas tout jeune, qui a plusieurs dizaines d'années. Et donc, avant d'en venir à ce qui a contesté ce consensus, évidemment, je vais commencer par vous en dire quelques mots. Alors, de longue date, on a représenté, bien dans toutes celles et tous ceux qui ont vu l'exposition ici, les rôles, genrés dans la préhistoire, et en particulier la grande chasse. Là, j'ai pris des représentations du XXe siècle, mais enfin, j'aurais pris des représentations du XIXe, c'était la même chose. Invariablement, qui met à mort les grands animaux, ce sont des hommes, au besoin largement barbus, mais en tous les cas, ce sont des hommes. Donc là, des représentations plus récentes, par un illustrateur qui travaille d'ailleurs très régulièrement avec des préhistoriens de métier. Alors, pourquoi est-ce que cette idée est-elle seulement une idée reçue, ou en tous les cas, d'où est-elle reçue ? Alors, je crois qu'en premier lieu, et bien avant l'archéologie, et je dirais deux mots de l'archéologie qui n'est pas très bavarde en réalité sur cette question-là, cette idée nous vient des observations ethnologiques. C'est-à-dire que depuis 3-4 siècles, on a un certain nombre de documents sur des peuples qui vivent de chasse, de cueillette, alors éventuellement de petite agriculture ou de choses comme ça, et dont on peut se dire, alors évidemment... tout est dans le plus ou moins, mais enfin, qu'il nous donne une idée plus ou moins exacte, plus ou moins fiable de la manière dont les choses ont pu se passer dans des sociétés plus ou moins similaires dans le passé. Alors, je vais me référer en particulier à un ouvrage, enfin une base de données, plus exactement, qui s'appelle l'Ethnographic Atlas, l'Atlas ethnographique, qui a été dressé dans les années 1950-1960, qui a donné lieu à un certain nombre de publications, dont un petit article sur la division sexuée du travail, co-signé par Murdoch, qui était celui qui dirigeait cette base de données, enfin la constitution de la base de données, et une de ses collaboratrices, Katrina Provost. Alors, vous voyez, le tableau se présente sous la forme d'un certain nombre de lignes, parce que je vais y revenir. Si on dit la chasse en général, c'est justement, vous savez, ce qu'on dit, les généralités sont généralement stupides, voilà. Donc, la chasse en général, c'est pas génial pour appréhender le phénomène, et donc ils avaient découpé un certain nombre d'activités de chasse. Les colonnes.
Alors, vous voyez, c'était M, ça veut dire c'est fait exclusivement par les hommes masculins. M plus grand que F, c'est fait principalement par les hommes. M égale F, bah, en gros, les hommes et les femmes le font à peu près autant. M plus petit que F, c'est principalement fait par les femmes. F tout seul, exclusivement féminin. Et ils ont calculé donc un indice de masculinité de l'activité. Donc si vous êtes à 100, bah, ça veut dire que c'est une activité purement masculine partout, tout le temps, dans toutes les sociétés observées. Si vous êtes à 50, ça veut dire que ça se partage à peu près entre hommes et femmes. Alors, avec une petite difficulté, hein, parce que 50, ça peut vouloir dire dans 50% des sociétés, c'est les hommes qui le font, dans 50 autres %, c'est les femmes qui le font, ou ça peut vouloir dire dans les mêmes sociétés, c'est aussi bien les hommes que les femmes qui le font. Hein, vous voyez, donc c'est comme tout tableau et comme tout chiffre, c'est un peu simplificateur, mais voilà. Et donc, si on est à 0, bah, ça veut dire que c'est une activité exclusivement féminine. Alors, chasse à la grande faune terrestre. Et là, vous voyez quand même qu'il sort un truc qui n'est quand même pas si banal que ça en sciences sociales. On est devant une très grande régularité sur des observations qui portent sur presque 150 sociétés, donc c'est pas un tout petit échantillon. Et dans une écrasante majorité des cas, c'est une activité exclusivement masculine. Et parfois, il y a participation féminine. Et je le dis tout de suite, Murdoch disait « Attention !» mon tableau et mes statistiques n'appréhendent qu'une partie de la chose, parce que si, par exemple, les hommes et les femmes participent tous les deux à la chasse aux grands mammifères, mais avec des rôles différenciés, moi, dans mon tableau, ça apparaît comme ils participent tous les deux. Donc, ça sous-estime, en fait, la répartition du travail entre les sexes. Donc, c'est un minimum. Hein. Et vous voyez que là, on a un indice de masculinité absolument, extrêmement élevé. C'est tout à fait notable. Quant à la grande faune aquatique, alors là, c'est encore plus clair. Partout, tout le temps, dans les 50 sociétés, les 48 où c'était pratiqué, c'est une activité exclusivement masculine. Passons à la petite faune terrestre qu'on va attraper. Et vous voyez que Murdoch avait pris soin de distinguer par piégeage ou autrement. Alors, on va voir pourquoi. Par piégeage, eh bien là aussi, par une très très grande majorité des cas, c'est une activité masculine et très masculine. Voilà. En revanche, si on parle de la petite faune terrestre qu'on attrape autrement qu'avec des pièges, ben alors là, bizarrement, l'image change totalement et ça devient une activité ni spécialement masculine, ni spécialement féminine. Enfin, il y a tous les cas. Hein. Il y a des cas où ça se répartit à peu près à égalité, il y a des cas qui penchent d'un côté, il y a des cas qui penchent de l'autre, etc. Et comment dire, l'image globale ne donne pas une activité spécialement sexuée. Quant à la petite faune aquatique, là c'est même l'inverse, c'est une activité plutôt féminine. Hein, voilà. Donc vous voyez déjà, premier point, quand on dit la femme et la chasse, il faut préciser quelle chasse, hein, parce que sinon on va vite pas se comprendre et on va vite en discuter très longtemps dans un dialogue de sourds. Alors, ces données de l'Ethnographic Atlas n'étaient pas, comment dire, un secret, n'étaient pas quelque chose de jalousement gardé au fond d'une tour d'ivoire par un scientifique, isolé. C'était quelque chose qui était très connu depuis donc au moins 60 ans. Et vous avez donc un colloque qui a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle Man the Hunter, l'homme chasseur. C'était à la fois l'idée que c'était les hommes qui faisaient la chasse, et que c'était la chasse, et en réalité, plus exactement, la division sexuée du travail entre chasse et cueillette, je vais y revenir, qui était un facteur clé de l'hominisation. Alors, toujours est-il que ce colloque a réuni au milieu des années 60 la fine fleur des spécialistes des chasseurs-cueilleurs dans le monde, plusieurs dizaines de collègues, a donné un livre qui sert de référence encore aujourd'hui, et éventuellement de repoussoir, j'y reviendrai. Et voyez par exemple ce qui s'écrivait dans ce livre, ce qu'un des contributeurs écrivait. La chasse féminine aux petits animaux n'est pas un phénomène rare. Chez des peuples comme les Shoshones et les aborigènes australiens, il s'agit en fait d'une occupation féminine. Dans le cas de mammifères relativement grands, des informations provenant de divers peuples indiquent que les femmes participent à des chasses collectives. On connaît des cas ponctuels de femmes chassant seules de grands mammifères. Il n'existe cependant aucune société dans laquelle la chasse individuelle ou non collective des grands mammifères soit l'occupation régulière et socialement reconnue des femmes. Vous voyez donc un tableau qui est en même temps
très nette sur certains aspects, mais qui laisse place à une certaine nuance qui est tout à fait perceptible dans les chiffres que j'ai donnés juste avant. Alors, j'ai déjà prononcé ce mot un peu technique, mais je vais y revenir. La question de savoir est-ce que la chasse est une activité d'homme, une activité de femme, est-ce que les femmes participent à la chasse, à laquelle, etc., en fait, fait partie d'une question plus large qu'on appelle la division sexuée, ou sexuelle parfois, des tâches ou du travail, DST pour les intimes, hein, voilà. En tous les cas, le fait est que dans toutes les sociétés humaines connues, il y a une très forte tendance à répartir les activités selon le sexe des individus. C'est pas que la chasse. Et donc là, rapidement, je voulais vous donner quelques autres exemples. Alors, je ne vais pas vous infliger tout l'ethnographique Atlas, il y a, je sais plus, 100 ou 110 activités répertoriées, ça boufferait tout le temps de la conférence, mais au moins quelques-unes pour voir que cette répartition, encore une fois, selon le sexe, ne porte pas que sur certaines formes de chasse. Alors, vous voyez, par exemple, on dit toujours le cliché de la femme cueilleuse. Bon, voilà, un cliché si on veut, mais enfin c'est quand même une très forte tendance avec, vous voyez, plus des 5/6e des sociétés dans laquelle c'est une activité principalement ou exclusivement féminine. Bizarrement, ou peut-être pas tant que ça, on y reviendra, si on passe des végétaux au miel, l'image s'inverse brutalement et la collecte du miel, elle, est à peu près partout ou très majoritairement une activité masculine. Il y a Big Ben qui est avec nous. Alors, là aussi, de manière éventuellement surprenante, le travail de la pierre, parce qu'on a tous, j'y reviendrai, notre petite idée sur pourquoi on attribue les tâches plutôt aux hommes, plutôt aux femmes, etc. Là, le travail de la pierre, scrouch, ça ne saute pas. Il n'y a pas d'hypothèse évidente qui saute aux yeux. Or, on s'aperçoit que là aussi, c'est extraordinairement sexué du côté masculin, cette affaire-là, avec quelques sociétés où c'est pas le cas, mais elles sont finalement assez rares. Si je prends la poterie, alors là, ça penche très très fort du côté féminin, et là encore, on sous-estime le degré de répartition, parce qu'en fait, si on divisait la poterie entre poterie faite à la main ou poterie faite avec des instruments, et en particulier le tour, on aurait deux images différentes. La poterie faite à la main tend à être très féminine, et la poterie faite au tour tend à être très masculine. Alors, au total, la poterie penche plutôt du côté féminin. Et je finis par la collecte de l'eau, le portage de l'eau, où on aurait peut-être tendance à se dire l'eau c'est lourd, vaut mieux être musclé pour faire ça, etc. Eh bien, pas du tout. Très, très, très majoritairement, c'est un travail attribué aux femmes. Alors, encore une fois, vous voyez que le tableau peut être éventuellement un peu nuancé, même s'il laisse apparaître des tendances fortes. Et puis, ces tendances connaissent des exceptions. Alors, on appelle ça des nuances, on appelle ça des exceptions, on peut discuter longtemps sur les mots, mais voilà. Alors, de quelle nature vont être ces exceptions ? Il y a des sociétés qui font pas comme les autres. Et donc, on va tomber de temps en temps sur la société qui répartit le travail d'une manière entre guillemets aberrante, alors je mets bien des guillemets, c'est-à-dire statistiquement aberrante. Alors, partout, donc, la chasse aux mammifères, c'est une affaire d'hommes, et partout, je ne l'ai pas encore dit, seuls les hommes ont le droit de manier des arcs. Une femme qui touche un arc, vous pouvez jeter l'arc à la poubelle, il est plus bon, la flèche tirera plus droit, etc. C'est des choses, c'est des croyances extrêmement répandues. Alors, il y a un cas en ethnologie connu d'un peuple de chasseurs-cueilleurs où même les femmes chassent à l'arc, pas tout à fait autant que les hommes, mais enfin à un degré extrêmement prononcé. Donc voilà, un cas de société qui ne rentre pas dans la statistique générale. Et puis parfois, c'est au sein de la société, il va y avoir une répartition globale, mais on va admettre que certains individus ne satisfassent pas aux règles générales, et c'est le cas un peu connu de ce qu'on appelle parfois le troisième sexe. Alors peut-être que le troisième genre serait plus judicieux comme appellation, mais enfin là encore je ne vais pas discuter de ça, mais où par exemple en Amérique du Nord, il n'était pas du tout rare que dans un certain nombre de peuples, on admette qu'il y ait des gens qui soient, alors comme on disait quand j'étais petit, des garçons manqués ou des filles manquées, hein, et qui
accèdent comme ça à des rôles sociaux et qui étaient en plus pas strictement le rôle d'en face. Enfin, vous voyez, souvent il y avait des combinaisons, c'était des gens un peu à part, etc., etc. Donc, encore une fois, les règles générales n'empêchent pas les nuances et les exceptions, et les nuances et les exceptions ne doivent pas cacher les règles générales. Voilà. Alors, comme vous êtes venus là pour ça, ces dernières années, tout ça a été assez bruyamment remis en cause, hein, et je vais donc dire quelques mots à ce propos. Alors, cette remise en cause est venue, alors je dis en premier lieu, pas forcément en premier lieu du point de vue de l'impact, mais en premier lieu, je pense, dans la chaîne, en tous les cas, qui déclenche les événements. Donc, on a des articles scientifiques. Alors, je vais en mentionner 4, et je n'en exposerai que 2, ceux qui ont fait le plus parler d'eux. Alors le premier, de Randall Haas et de ses collègues, il y a 6 ans, Female Hunters of the Earlies, pardon pour l'accent, Americas, donc les chasseuses de l'Amérique ancienne, et c'est, j'y reviendrai, à cette occasion, à l'occasion de la parution de cet article, qu'on a eu cette couverture si célèbre, avec cette illustration qui m'a servi, enfin qu'on voit dans l'exposition, qui m'a servi pour cet exposé. Deuxième article qui a fait beaucoup parler de lui, une collègue qui s'appelle Abigail Anderson et qui, avec 3 autres collègues, ont donc publié un article au titre, assez radical, The Myth of Man the Hunters, le mythe de Man the Hunter, et donc la contribution des femmes à la chasse dans le contexte ethnographique. Et puis un double article, alors là, celui-là, j'en parlerai pas parce que sur le fond, il n'apportait pas forcément d'éléments très nouveaux, et puis encore une fois, il a fait moins de bruit, et puis il faut bien que je choisisse ce dont je vais parler, parce que sinon on va exploser le timing. Donc un double article de Kara Okobok et Sarah Lacey, qui tapaient l'un sur le clou de l'ethnologie, l'autre sur le clou de l'archéologie. Alors, revenons donc à Randy Haas et à ces chasseuses américaines. Alors évidemment, les mauvais esprits, il y en a un certain nombre ici, enfin j'en connais quelques-uns, dont le mien, vont éventuellement trouver un petit peu étrange que dans un article qui se veut finalement une espèce de réfutation féministe de préjugés, etc., sur l'illustration, on ait cru bon de mettre à la dame ou à la jeune fille une tunique rose, ce qui est pour quelque chose qui est censé, encore une fois, bouleverser les stéréotypes de genre. Voilà. Un esprit encore plus mal placé que le mien a dit chez moi, on dirait Martine à la chasse. Hein, mais voilà, c'est pas moi, c'est pas moi. Alors, que dit cet article ? La division sexuelle du travail, où les femmes se chargent de la cueillette et les hommes de la chasse, constitue une constante empirique majeure de l'ethnographie des chasseurs-cueilleurs, ce qui laisse supposer l'existence d'un modèle comportemental ancestral. Nous présentons une découverte archéologique et une méta-analyse qui remettent en cause l'hypothèse de l'homme chasseur, Man the Hunter hypothesis. Donc, vous voyez bien l'argumentation. En ethnologie, on voit quelque chose, ça ils ne le contestent pas, mais ils disent on ne peut pas calquer ce qu'on voit en ethnologie sur le passé, parce que nous, en archéologie, on a 2 éléments, une découverte et une méta-analyse, qui prouvent que ça ne marche pas en archéologie. Alors, quelles étaient cette découverte et cette méta-analyse ? Alors, la découverte, c'est une jeune femme dont l'âge était estimé à 19 ans, qui était enterrée avec des pointes d'armes dans un site qui se trouve dans l'actuel Pérou, dans la cordillère des Andes. Le tout, il y a à peu près 9000 ans, et à cette époque-là, en Amérique, c'était encore le Paléolithique. Qu'est-ce que c'est que la méta-analyse ? Eh bien, ils ont repris donc des fouilles existantes, plus exactement des résultats de fouilles existantes. Ils n'ont pas retravaillé les objets, ils ont repris les publications et essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme association entre des squelettes dont on connaissait le sexe et la présence d'armes, ou de ce qui peut être interprété comme des éléments d'armes. Je dis ça au passage, mais enfin au Paléolithique, on retrouve à peu près jamais l'arme entière. Hein. Vous retrouvez, au mieux, vous retrouvez la pointe. Hein, et savoir sur quelle arme c'était monté, c'est pas toujours de la tarte. Hein. Bon, voilà. Alors, en tous les cas, ils arrivaient avec un chiffre qui a fait grand bruit, puisqu'ils disaient entre 30 et 50%, entre un tiers et la moitié des chasseurs de l'Amérique paléolithique, en fait, c'était des chasseuses, c'était des femmes.
Alors je passe maintenant à l'article de Anderson et de ses collègues, qui était donc titré « Le mythe de Manhunter », le mythe de l'homme chasseur. En fait, elle mettait en cause le consensus ethnologique. Donc vous voyez, c'est pas le même angle d'attaque. Elle disait, ce qu'on a cru voir dans les données ethnologiques a été tout simplement mal lu. Si on reprend les données ethnologiques, c'est pas du tout ça qu'elles disent, et les chiffres de l'Ethnographic Atlas que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez les oublier. Donc elle reprenait des données sur 45 sociétés où on avait des informations concernant, alors elles introduisaient une nouvelle variable, plus ou moins c'était la taille des proies, mais en réalité ça existait déjà dans l'Ethnographic Atlas. En tous les cas, elle retenait 45 sociétés où on avait de la documentation, et conclusion, les femmes chassent dans presque 4 sociétés sur 5, et les femmes chassent du gros gibier dans un tiers des sociétés. Donc évidemment, vous mettez ça en rapport avec le tableau que j'ai présenté tout à l'heure, il y a un bug. Hein. Enfin, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et leur conclusion était, cet article se joint à d'autres pour insister sur la nécessité de réévaluer tant les preuves archéologiques qu'ethnographiques, de remettre en question la dichotomie chasse-cueillette et de déconstruire en général le discours sur l'homme chasseur, Manhunter. Les données collectées concernant la chasse féminine contredisent frontalement le paradigme traditionnel selon lequel les femmes pratiquent exclusivement la cueillette et les hommes exclusivement la chasse. Alors, je romps mon plan voilà, par anticipation, mais enfin, vous voyez déjà tout de suite que le paradigme traditionnel selon lequel les femmes font exclusivement la cueillette et les hommes exclusivement la chasse, on peut faire une petite chasse à la puce, hein, ou à la puce à l'oreille, je ne sais pas, mais là tout de suite, ça grince quand même un tout petit peu par rapport à la réalité du consensus scientifique qui ne disait pas ça. Hein. Je veux dire, dans l'Ethnographic Atlas, il n'y a pas cet aspect exclusif, il y a éventuellement des très fortes tendances, mais vous voyez que là, il y a une petite tendance déjà à tordre le bâton pour faire apparaître leurs propos comme plus crédibles. On y reviendra. Alors en tous les cas, ces deux articles principalement, ont connu un impressionnant écho jusque dans le grand public. C'est passé par un relais dans les médias. Alors quand vous êtes un scientifique et que vous écrivez des articles scientifiques, quand déjà vous avez 6 lecteurs en plus des 2 qui ont été punis pour relire votre affaire dans les revues académiques, vous êtes content. Quand vous en avez 12, vous pouvez penser que c'est déjà un très grand succès. Mais alors que votre article soit repris très largement dans la presse grand public, internationale, etc., c'est vraiment un phénomène extrêmement rare, hein, et c'est vraiment pas tous les jours que ça arrive. Et là, il y en a eu de partout. Alors j'ai fait une petite sélection, évidemment, parce que j'allais pas tout vous mettre. Donc par exemple, National Geographic, ce chasseur préhistorique mort il y a 9000 ans était une femme. Alors jusque-là, tout va bien, mais c'est comme dans les contrats d'assurance, c'est les petites lignes qui sont intéressantes en dessous. Alors que beaucoup de chercheurs pensent encore, sont un peu stupides, que les hommes préhistoriques chassaient quand les femmes cueillaient et s'occupaient des enfants, ce présupposé est remis en cause par cette récente découverte. Alors, soit dit en passant, un cas ne remet pas en cause une règle générale. Enfin, vous voyez, ça dépend comment vous avez formulé la règle générale, mais personne de sérieux n'avait jamais formulé la règle en n'admettant pas qu'il puisse y avoir eu des exceptions. Libération. Chez les chasseurs-cueilleurs, alors là, l'Amérique a sauté, hein, vous voyez, chez les chasseurs-cueilleurs, les femmes s'attaquaient aussi au gros gibier. Cela dit, je suis méchant parce que l'article de Libération est franchement pas le plus mauvais qui a été écrit sur le sujet. Et dans le corps de l'article, ils avaient pris soin quand même de faire entendre plusieurs sons de cloche et d'avoir un avis beaucoup plus prudent que ce que le titre laisse entendre. Géo. Les hommes chassent et les femmes cueillent, le mythe démonté par une étude. Là, crac, là, ça fait pas un pli. Une large analyse menée à partir des données liées aux sociétés de chasseurs-cueilleurs du monde entier remet en question le stéréotype de genre selon lequel les hommes seraient et pourraient avoir été principalement chasseurs et les femmes cueilleurs. Tout ça, c'est un stéréotype de genre, vous oubliez. Trust My Science, peut-être nommé ainsi par antiphrase, je ne sais pas, il y avait pratiquement autant de chasseuses que de chasseurs dans les Amériques durant le Pléistocène. TV5 Monde Info. Alors là, vous allez voir, il y a une petite cerise sur le gâteau. À la préhistoire, la place des femmes était à la chasse, carrément. Les femmes de la préhistoire n'étaient pas cantonnées à la cueillette
et aux tâches domestiques, de 30 à 50% d'entre elles chassaient le gros gibier. Au passage, c'est pas ce que dit l'article. Hein. L'article dit de 30 à 50% des chasseurs étaient des chasseuses, mais là, vous voyez, ça devient de 30 à 50% des femmes chassaient. Bon, c'est pas grave, on n'est plus à ça près, parce qu'il y a « et faisait la guerre ». Alors ça sort de... Voilà. Ben oui, mais quand vous êtes journaliste, il faut bien se distinguer de la concurrence. Voilà. Encore un coup dur que de récentes découvertes à la lumière des nouvelles technologies portent aux idées reçues. Et ma préférée pour finir, Science et Avenir, la chasse au gros gibier préhistorique, une affaire de femmes. Voilà. Alors, ça n'a pas été défendu, ces choses-là n'ont pas percolé uniquement au travers des titres plus ou moins rigoureux de la grande presse. Il y a des ouvrages de vulgarisation, mais de vulgarisation, j'allais dire, se voulant sérieux, hein, pas écrits forcément par n'importe qui, dans lesquels d'ailleurs certains collègues préhistoriens soit supervisaient, soit tenaient la plume, et qui ont fait écho d'une manière ou d'une autre, avec une nuance ou une autre, à ces idées-là. Donc par exemple, un ouvrage qui s'appelle Lady Sapiens, qui a été doublé d'une émission Science grand format sur la 5 ou sur Arte, je ne sais jamais, et d'un jeu vidéo, enfin il y avait, voilà, qui a été traduit en 12 langues, chapitre après chapitre. Les idées reçues et les préjugés sont déconstruits, preuves à l'appui, afin de redonner à Lady Sapiens toute sa place dans l'histoire de l'humanité. On la croyait faible et sans défense, on la découvre chasseresse, combative et puissante. Et le texte lui-même dit, quant à sa participation à la chasse, une activité moins essentielle que le discours dominant a bien voulu nous le faire croire, elle ne fait plus aucun doute. Certaines femmes du Paléolithique supérieur, à l'égal des hommes, ont lancé des armes pour mettre à mort le gros gibier, et elles ont vraisemblablement le plus souvent participé à des stratégies de chasse moins dangereuses. Un autre ouvrage écrit par une collègue, Marilène Patoumatis, L'homme préhistorique est aussi une femme, qui commence par le paragraphe suivant. Non, les femmes préhistoriques ne passaient pas leur temps à balayer la grotte. Alors c'est sous forme de question, mais la question est un peu rhétorique, vous devinez bien que la réponse est plutôt affirmative. Et si elles aussi avaient peint Lascaux, chassé les bisons, taillé des outils et étaient à l'origine d'innovations et d'avancées sociales. Et je finirai par une bande dessinée qui a connu un succès apparemment très important en Allemagne. On m'a parlé de 50 000 exemplaires vendus, qui vient d'arriver en France, qui est d'ailleurs reprise dans l'exposition, etc. Donc avec un titre qui laisse un petit peu songeur, mais enfin voilà, quand la femme était l'homme. Donc on pense aujourd'hui que les femmes de l'ère glaciaire chassaient du petit gibier avec des pièges et des collets, c'est certain. Alors, au passage, je vais vous faire remarquer que du petit gibier, quand vous prenez l'ethnographie, ça pose aucun problème. Avec des pièges et des collets, c'est justement le petit gibier que les femmes chassent le moins. Hein, mais voilà. Mais sans doute aussi de gros animaux. Lors des chasses collectives, les femmes de l'ère glaciaire étaient robustes. Les humains avec un raisonnement qui semble imparable, les humains de l'ère glaciaire étaient sans doute polyvalents, comme plus tard les membres des civilisations nomades de chasseurs-cueilleurs. Cela signifie que chacun, chacune devait maîtriser toutes les compétences nécessaires à la survie, et la chasse en faisait partie. Raisonnement qui a l'apparence semble-t-il, d'être frappé au coin du bon sens. On pourrait juste se demander, mais alors si c'est si de bon sens que ça, pourquoi les peuples qu'on a observés en ethnologie ne le font pas, et pourquoi les gens ne sont pas complètement polyvalents, et pourquoi il y a la division sexuée du travail. Alors, je vais boire un petit coup. Que faut-il retenir de ces remises en cause, donc comme vous l'avez vu, avait affirmé sur un ton plus ou moins radical, qu'est-ce que la science, qu'est-ce que le savoir commun, disons le consensus scientifique en a retenu. Alors, je casse le suspense tout de suite, comme dans les vieux épisodes de Colombo, hein, on sait tout de suite qui est l'assassin, pas grand-chose en réalité. Et je vais commencer par la fin, je vais commencer par l'article d'Anderson sur le codage, donc le recodage des données de l'ethnographique Atlas. Alors, il s'est passé un truc qui se passe pas très souvent en science, mais quelques mois plus tard, il y a un article collectif signé par 15 auteurs et autrices. En gros, la fine fleur des spécialistes des chasseurs-cueilleurs aujourd'hui sur la scène internationale, qui sont montés au créneau pour faire une contre-publication et pour expliquer que cet article, alors moi je vais le dire, en toute franchise comme ça, eux ils ont pris un petit peu des gants, mais en gros que cet article ne valait rien. Alors, voilà ce que eux écrivent.
Nous avons procédé à un examen approfondi des données et des méthodes d'Anderson et de ses collègues qui révèlent un biais de sélection de l'échantillon ainsi que de nombreuses erreurs de codage qui remettent en cause les conclusions de l'article. Alors, je ne vais pas m'étendre très longuement, mais quelques exemples de ces biais. Alors, le premier, c'est la chasse féminine était codée sous forme oui ou non. Il y a ou il n'y a pas. Alors, rien que ça, c'est un biais considérable. Imaginez qu'aujourd'hui, on veuille faire une enquête sur le caractère sexué d'une activité sportive telle que le football. Et imaginez que je dise donc, c'est pas compliqué, je vais prendre les villes de France une par une et je vais regarder si oui ou non il y a des filles qui jouent au foot. Et s'il y a des filles qui jouent au foot, je les note oui. Et j'arrive à la conclusion que dans 80% des villes, n'importe quoi, quand dans 80% des villes, il y a des femmes qui jouent au foot et donc que le foot est une activité féminine à 80%. Évidemment, vous voyez tout de suite le biais de la méthode. Parce que même dans les villes où il y a des filles qui jouent au football, il y en a beaucoup moins que des garçons. Et que du coup, répondre uniquement par oui et par non sur chaque échantillon, ça donne évidemment une image extrêmement faussée du résultat final. Alors, il y a des erreurs plus étonnantes. Alors, on peut s'étonner de ce que ses collègues les aient commises. On peut aussi s'étonner du fait que les relecteurs de la revue scientifique n'aient pas tilté quand même sur ces fautes flagrantes, mais des sociétés qui étaient classées comme des chasseurs-cueilleurs, alors qu'en fait, c'est des sociétés de cultivateurs connues comme telles depuis longtemps. Par exemple, les Indiens Iroquois étaient classés comme chasseurs-cueilleurs. C'est quand même des très grosses fautes pour qui traite d'anthropologie sociale. Les Kung, c'est une branche des San. Alors les San, vous devez forcément les connaître. C'est les gens qui vivent en Afrique australe, qui vivaient dans le désert. C'est les héros des dieux sont tombés sur la tête, le film qui est d'il y a quelques décennies. Donc, moult ethnographes ont souligné que les femmes ne chassent pas, ou en tous les cas pas du tout significativement chez ce peuple. Par exemple, Marjorie Shostak qui écrit « On ne peut en aucun cas considérer les femmes Kung comme de véritables chasseuses ». Poum, ça se retrouve codé à chasse féminine dans cet article. Idem pour un autre peuple africain, les Effets, où un ethnologue écrivait « Le rôle joué par les femmes dans la chasse était davantage symbolique et rituel que pratique », c'est-à-dire que les femmes faisaient un certain nombre de rites censés améliorer l'efficacité de la chasse. Crac, les femmes participent à la chasse. Voilà. Bon. Alors, autant donc pour cet article. Alors, j'en viens maintenant à Randy Haas et à sa femme et ses femmes chasseuses. Alors, premier point, le squelette découvert, on va essayer d'en déterminer le sexe. Et dans la publication, vous lisez, c'est une jeune fille. Voilà. En réalité, là aussi, il faut lire les petites lignes. Les auteurs eux-mêmes disent que la méthode employée pour attribuer le sexe est fiable à 82%. Alors 82%, c'est pas mal, c'est mieux que 50. 50, c'est vous déterminez le sexe en lançant une pièce en l'air. Voilà. Donc 82%, c'est pas mal, mais normalement, dans un article d'archéologie, le seuil considéré pour être nécessaire pour être affirmatif, c'est 95%. 82%, c'est quand même une chance sur 5 presque que la fameuse chasseuse des Andes qui a défrayé la chronique dans le monde entier, c'était peut-être bien un chasseur. En tous les cas, une chance sur 5, c'est pas complètement rien. Voilà. Deuxième point, on retrouve le squelette, on retrouve enterré avec lui des pointes qu'on interprète comme des pointes de chasse. Alors, est-ce que ces pointes de chasse étaient les siennes et est-ce qu'il s'en servait? Peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non. Et ça, en archéologie, les archéologues, ils apprennent à être prudents. Oui, statistiquement, les dépôts funéraires ont une chance de représenter l'activité du vivant des gens, mais si sur les squelettes, vous ne trouvez pas des traces d'activité qui correspondent, etc., en général, vous laissez un petit point d'interrogation. Alors, d'ailleurs, c'est tellement connu qu'il y a même des dessinateurs facétieux qui mettent ça en scène dans l'autre sens. Là, on se pose le problème d'une femme enterrée avec les armes de chasse. Et vous voyez, il y a des petits plaisantins qui ont représenté madame qui dit « Pense aux archéologues qui verront que tu n'en foutais pas une dans la grotte. » Et le mec réplique « Je m'en fous, je me ferai enterrer avec le balai. » Voilà. Donc, on n'est pas obligé de se faire avoir par ce monsieur. Et c'est pareil dans l'autre sens. Un peu de prudence ne ferait pas de mal. Alors, tout ça, c'est sur la découverte donc, de la jeune fille chasseuse.
Il y a donc un petit bémol d'incertitude, mais à la limite, c'est pas très important. Le problème, c'est surtout la conclusion qu'on en tirait, c'est-à-dire, est-ce que, quand bien même il y avait une fille chasseuse à cet endroit-là, à ce moment-là, est-ce que ça invalide tant que ça tout ce qu'on a pu observer de manière massive ailleurs? Et j'en viens maintenant à la fameux chiffre de 30 à 50%, parce que là aussi, quand on lisait les annexes de l'article, on s'aperçoit que ce chiffre de 30 à 50% est fondé sur 27 associations. C'est beaucoup, mais enfin, c'est pas non plus des centaines. Et surtout que sur ces 27 associations, de l'aveu même des auteurs, il y en avait 23 considérées comme possible ou probable, un mot en anglais qui est quelque part entre les deux, et 4 considérés comme sûrs. Alors déjà, vous dites, 4 sûrs, c'est pas quand même énorme pour faire une statistique. Et dans les 4 sûrs, il y a 2 jeunes enfants et la chasseuse en question qui est peut-être un chasseur. Donc vous voyez la fragilité considérable de ce chiffre de 30 à 50% qui a circulé partout, mais qui finalement est établi sur des bases extrêmement problématiques. Alors, puisqu'on parle d'archéologie, eh ben, j'en viens en 2 mots à dire que l'archéologie essaye de vérifier, d'identifier la division sexuée du travail dans les sociétés du passé. Elle dispose pour ça d'un certain nombre d'indices. Le premier étant ce qu'on appelle les marqueurs osseux d'activité, c'est-à-dire que certaines activités, pas toutes, peuvent éventuellement laisser des marques sur le squelette qu'on va pouvoir ensuite identifier, ou au moins s'apercevoir que les hommes les ont pas les femmes, ou les femmes les ont pas les hommes, etc., etc. On va éventuellement donc pouvoir retrouver des biens qui sont systématiquement enterrés avec des squelettes féminins, avec des squelettes masculins. Et quand ça devient systématique, ben on se dit il y a quand même probablement une association qui se faisait du vivant des gens. Et puis, dans les sociétés qui nous ont laissé des représentations, ben, éventuellement, on va voir comment les gens représentaient les individus des 2 sexes, et ça nous donnera éventuellement des indications. Alors, tout ça, le problème, c'est que, en gros, tout ce qu'on trouve, correspond dans les grandes lignes, et même dans les très, très grandes lignes, à ce qu'on a observé en ethnologie. Et c'est pas très surprenant. Quand on trouve des tendances très fortes sur les sociétés actuelles, si on se dit dans le passé c'était pas pareil, il faut expliquer pourquoi ce qui existait dans le passé ne s'est pas transmis à aujourd'hui, quand est-ce que ça s'est produit, pour quelles raisons, etc. Ce qui n'est vraiment pas une tâche facile. L'hypothèse la plus simple, pas forcément la plus juste, mais enfin quand même, en l'occurrence, la plus simple et probablement la plus juste, c'est de se dire, si on observe des tendances très fortes dans le présent, enfin quand je dis le présent, c'est encore une fois les 3-4 derniers siècles, il y a quand même de grandes chances que dans le passé, les mêmes causes aient produit les mêmes effets. Alors l'archéologie paléolithique, c'est pas simple, hein, des gens qui sont en petit nombre, qui n'ont pas beaucoup de biens, qui enterrent très peu leurs morts, etc., etc. Donc on a très peu de traces pour raisonner à partir de là. On a beaucoup plus de données à partir du néolithique, hein, à partir du moment où les gens se fixent, commencent à faire de l'agriculture. Là, la division sexuée du travail, on la voit très bien dans les données. Pour le paléo, c'est plus difficile à cerner. Toutefois, on ne peut pas ne pas mentionner, double négation, on ne peut pas ne pas mentionner les découvertes d'un chercheur français qui s'appelle Sébastien Villotte. Je dis français, il travaille en France, je me demande s'il n'est pas belge, mais enfin bon voilà. En tous les cas, un collègue qui s'appelle Sébastien Villotte et qui a identifié ces dernières années, y compris sur des squelettes paléolithiques, je crois que le plus vieux avait 25 000 ans, des marques d'usure, des marques de travail, spécifique sur le coude droit des individus masculins et uniquement sur le coude droit et uniquement sur les individus masculins. Et on retrouve ensuite ces tendances tout au long du néolithique et là aussi il est quand même très tentant de rapprocher cette usure des coudes qui est la même que celle qu'ont par exemple les lanceurs de balles de baseball. Vous voyez les gens qui font ça, qui lancent comme ça pendant des années. Ils finissent par développer cette usure du coude. Et donc, évidemment, c'est quand même tentant de rapprocher ça de ce qu'on a pu voir en ethnologie, où, par exemple, les armes de jet, partout, sont monopolisées par les hommes. Et vous voyez un splendide aborigène ici, avec son propulseur donc, et sa lance barbelée. Alors, pour faire une petite conclusion d'étape, j'ai fait en gros le plus gros, hein, mais enfin, la suite est quand même restée quand même, parce que la suite est quand même bien, mais voilà. En tous les cas, une conclusion d'étape. L'état des connaissances sur la division sexuée du travail, à la fois dans les sociétés observées en ethnologie et dans les sociétés
tels qu'on peut les connaître via l'archéologie, reste celui qui était établi depuis des décennies et probablement qu'à l'avenir, c'est quand même pas destiné à bouger beaucoup pour une raison simple. En ethnologie, les données, il y en a plus de nouvelles qui vont être collectées comment dire, si on les avait vraiment lues de travers, depuis le temps qu'il y a des gens qui les épluchent, qui les relisent, qui retournent à la source, etc., on s'en serait quand même rendu compte. Voilà. La division sexuée du travail dans les sociétés humaines est marquée par quelques tendances générales très fortes. On pourrait aussi parler d'un variant. Alors, un variant, j'aime pas trop parce que ça a justement un côté absolu et exclusif. Tendance, je trouve c'est pas mal parce que ça laisse la place justement à des nuances et à des exceptions. Et la première de ces tendances, c'est qu'elle existe partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule société humaine où on n'observe pas cette division sexuée des tâches. Et rien que ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait notable. Donc, sauf hypothèse supplémentaire lourde et peu crédible, je rajoute, on peut inférer que dans le passé, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Les informations que fournit l'archéologie sont pas considérables, mais toutes celles qu'on a sont cohérentes avec les observations ethnologiques. Et donc, évidemment, tout ça n'empêche pas la possibilité d'exceptions individuelles, locales, plus ou moins marquées, et évidemment que c'est tout à fait légitime, intéressant d'étudier ces exceptions relatives, de se demander pourquoi elles existent, etc., etc. Simplement, il ne faut pas oublier que ce sont justement des cas d'espèce et qui doivent être étudiés comme tels et ne pas, évidemment, céder à la tentation de faire de ces cas d'espèce les généralités. Alors, j'en viens maintenant à des questions beaucoup plus ouvertes, parce que je vous disais au début, il y a un consensus scientifique. Alors, il y a un consensus scientifique sur l'état des lieux. Mais il y a d'autres questions qui se posent derrière, et sur ces questions-là, ma foi, la science ne détient pas la réponse définitive, en tous les cas jusqu'à maintenant. Et donc, en quelques mots, je voulais vous présenter ça. Alors, la première des questions qui se posent, c'est, d'accord, on a vu ça dans toutes les sociétés humaines, manifestement on retrouve ça en archéologie, en préhistoire, mais alors, où, quand, comment, qui, pourquoi, d'où ça vient, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là? Alors, la première chose, c'est que la division sexuée des tâches, c'est comme beaucoup de choses, on peut en trouver des équivalents, des proto-équivalents chez d'autres animaux, chez des animaux non humains. Donc, d'un certain point de vue, les humains n'ont pas l'exclusivité de la division sexuée des tâches, ça se retrouve ailleurs. Mais quand même, les humains le font d'une façon qu'aucun autre animal le fait, et en particulier si on prend notre famille, les primates, on est quand même des surchampions de la division sexuée du travail. C'est un peu comme si on parle, je sais pas moi, de la vie sociale, de la culture, de plein d'autres trucs. On en trouve évidemment sous une forme moins développée chez nos cousins, et nous, quelque part, on a fait exploser l'affaire et on le fait à une échelle qu'eux ne font pas du tout. Donc nous, les humains, quelque part au cours de notre évolution, on a procédé à une innovation, celle-là. Entre autres, mais celle-là. Problème, l'archéologie va être d'une aide extrêmement faible pour savoir si cette innovation est très récente. Est-ce que c'est le paléolithique supérieur, moins récente, je ne sais pas moi, le paléolithique moyen, très ancienne, avant même les humains, avant même Homo, etc., etc. Là, c'est quand même mystère et boule de gomme. Alors, l'hypothèse traditionnelle, l'explication qui est le plus souvent venue tomber sous le sens et qui a été le plus souvent défendue, c'est en gros, les femmes ne font pas un certain nombre d'activités parce qu'elles sont contraintes par les grossesses et la maternité, et que donc ces activités sont pas possibles pour elles. Vous cavalez pas derrière un mammouth quand vous avez un lardon qui peut à peine marcher, etc. Et donc logiquement, c'est les hommes qui s'en sont occupés. Par exemple, une anthropologue qui a fait un article très marquant en 1970 écrivait « Dans des sociétés tribales et paysannes, seules certaines activités économiques sont compatibles avec les responsabilités des femmes concernant les jeunes enfants. » Alors cette explication a le mérite de la simplicité, elle semble quand même marcher pas trop mal, même assez bien. Et puis évidemment, comme ça arrive souvent dans ces cas-là, il y a des gens qui arrivent avec leur poil à gratter et qui disent « Regardez quand même, ça ne marche pas si bien que ça ». Alors en particulier, il y a un truc, ça c'est incontestable,
Avec cette explication, vous expliquez certaines choses dans la division sexuée du travail. Par exemple, pourquoi les femmes chassent pas les gros animaux terrestres, ça, ok. Mais enfin, pourquoi les femmes taillent pas la pierre? Ça va être compliqué d'expliquer ça par la grossesse et le soin aux jeunes enfants. Vous voyez, pourquoi c'est les femmes qui vont chercher l'eau et pas les mecs? Là aussi, compliqué d'expliquer ça par la grossesse et les jeunes enfants. À la limite même, on serait presque tenté de dire c'est contradictoire. On veut dire, t'es fatigué, repose-toi, c'est moi qui vais porter. Enfin voilà, bon. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'explication, même si elle est bonne, elle explique pas tout. Et puis, il y en a qui sont allés plus loin. Il y a des chercheurs qui ont pensé que l'explication était même carrément pas pertinente du tout et qui ont argumenté en disant on exagère beaucoup le handicap que constitue la grossesse, le soin aux enfants, etc. Et en réalité, il y avait des solutions, les femmes pouvaient tout à fait se débrouiller et elles auraient fort bien pu mener la grande chasse, et je ne parle même pas de la taille de pierre, etc., à l'instar des hommes. Alors, un de ceux qui a défendu le plus vigoureusement cette critique, c'est un anthropologue qui s'appelait Alain Testard, dans un livre malheureusement devenu totalement introuvable, l'essai sur les fondements de la division sexuelle du travail chez les chasseurs-cueilleurs, et qui disait donc l'explication, alors il appelait ça lui l'explication naturaliste, hein, l'explication par les éléments biologiques, vous voyez, ça marche pas du tout. Donc c'est l'idéologie qui est à l'œuvre, et lui il appelait ça le tabou du sang. En gros, ça va, pardon, excusez-moi, je suis allé trop loin. En gros, l'idée, c'est que partout dans toutes les sociétés humaines, il y a de chasseurs-cueilleurs en tous les cas, mais ça va se prolonger ensuite, il y a une idée qu'il ne faut pas rapprocher le sang des femmes. Les femmes saignent à l'occasion de leurs menstrues, à l'occasion de leurs accouchements, etc. Si ce sang est mis en contact avec le sang du gibier qu'on met à mort, il va se passer des choses abominables, etc. Et donc ça va pas. Et deuxième idée de Testard, c'est qu'ensuite, de proche en proche, il y a des associations d'idées qui se font, des symboles, etc., des chaînes de symboles, et ça se finit, je ne sais pas, dans les sociétés contemporaines par, même si c'est madame qui a cuit le gigot, bah, c'est à monsieur de le découper, pas à madame, les femmes ne doivent pas déboucher les bouteilles de vin, et tout un tas de choses comme ça, voilà. C'est une chaîne symbolique. Alors le problème, évidemment, d'une théorie qui fait dériver des faits sociaux universels d'idées, c'est que, justement, pourquoi les humains auraient eu cette idée que le sang des femmes ne doit pas être rapproché du sang animal partout, d'où ça leur vient, les idées sont quand même pas dans les chromosomes, hein. Si la division sexuée du travail vient des idées, bah, d'où viennent les idées? Et d'une manière générale, encore une fois, toutes les explications d'histoire, d'évolution des sociétés, de faits sociaux, en termes de mentalité, d'idées, etc., on a toujours ce sentiment qu'on a fait que la moitié du chemin, parce que si on explique les choses par les idées, comment ça se fait que les gens avaient telles idées et pas telles autres, hein, parce que vous savez que les gens ont beaucoup changé d'idées à travers les sociétés et à travers les époques. Alors, récemment, une nouvelle proposition a été avancée. C'est un peu, si vous voulez, alors j'allais dire l'éléphant dans la pièce, mais là ça serait plutôt le mammouth dans la cabane en os, hein. C'est l'idée qu'il y a des activités risquées et que, étant donné la structure, la manière dont les humains se reproduisent, pour un petit groupe, comment dire, qui vit dans un environnement pas forcément très favorable, perdre un homme, on peut s'en remettre. Perdre une femme, c'est beaucoup plus compliqué et ça pose des problèmes beaucoup plus graves, hein. Si vous voulez, la chasse au mammouth, quand ça se passe bien, ça peut se finir comme ça, mais quand ça se passe moins bien, ça finit comme ça. Voilà. Et donc, si les gens qui courent sont des hommes et qui finissent par se faire embrocher ou piétiner, c'est grave. Si c'est des femmes, c'est très très grave et ça peut compromettre la survie du groupe. En tous les cas, cette idée a donc été émise récemment dans un livre dont je vous recommande la lecture, de Vera Nikolsky et Nicolas Pichoff, Pourquoi les Amazones n'existent pas. C'est une hypothèse, alors encore une fois, en même temps nouvelle et pas nouvelle, parce que ce phénomène-là avait été noté par plein de gens, mais personne n'avait eu jusque-là, à ma connaissance en tous les cas, l'idée d'en faire un élément central d'explication. Et donc c'est cette hypothèse qui est, creusée dans le livre. Alors, quoi qu'il en soit, je ne clôt pas le débat, hein, j'en serais bien incapable.
Une question intéressante, donc, c'est quelles sont les causes de la division sexuée du travail, mais une question non moins intéressante, quelles sont ses conséquences et en quoi la manière dont les sociétés humaines ont réparti le travail entre hommes et femmes a pesé sur les rapports de genre entre ces hommes et ces femmes. Alors la première chose à dire, c'est que partout, avec cette division sexuée du travail, seuls les hommes disposent des moyens matériels de la violence, c'est-à-dire que dans toutes les sociétés humaines, non seulement ce sont les hommes qui font la chasse aux grands animaux terrestres et aquatiques, mais ce sont les hommes qui ont le monopole des armes qui sont fabriquées exprès pour tuer, et exprès pour tuer des animaux, mais aussi exprès pour tuer d'autres êtres humains. Il faut absolument s'enlever de la tête l'idée que l'armement spécialisé, ça arriverait très tard dans les sociétés. Je vous jure qu'en Australie aborigène, tous les gens ont des boucliers, des massues spéciales pour taper sur la tête de ceux qui ont des boucliers en face, des lances différentes pour la chasse et pour la guerre, etc., etc. Bref, partout, ce sont les hommes qui monopolisent ça, et partout, du coup, les hommes ont une sphère inexpugnable de pouvoir vis-à-vis des femmes qui ont eu tendance, là aussi c'est une tendance, à devenir les enjeux, les objets des stratégies masculines. C'était ces êtres faibles qui devaient être protégés, et avec une protection parfois un peu lourde, un peu pénible. Voilà. Et en tous les cas, ça se relie à mon avis fort bien au fait que, là aussi de manière a priori très surprenante, on n'a jamais observé une seule société humaine dans laquelle les femmes dominaient les hommes, comme on en a observé à l'inverse des centaines ou des milliers dans lesquels les hommes dominaient les femmes. Et que donc il y a finalement une distribution des rapports de genre dans la moitié des possibilités et une autre moitié qui n'a jamais été exemplifiée dans aucune société connue. Ça demande une explication, à mon avis, c'est très lié et totalement lié à la division sexuée des tâches. Alors, les rapports de genre peuvent néanmoins être très variables d'un cas à l'autre. Toutes les sociétés ne sont pas marquées par une domination masculine écrasante. Les femmes ont parfois des contre-pouvoirs, et le lieu de contre-pouvoir le plus efficace des femmes dans les sociétés primitives, enfin dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs ou de petits cultivateurs, c'est 99 fois sur 100 ou 100 fois sur 100, c'est l'économie. C'est-à-dire, c'est là où les femmes possèdent les maisons, les grains, les récoltes, ont la main là-dessus, que ça leur donne moyen de faire pièce, plus ou moins efficacement, encore une fois, au pouvoir masculin qui s'appuie en premier lieu sur la violence, et ça peut donner un certain nombre de sociétés où la domination masculine n'est pas du tout évidente. Alors après, on peut discuter à perte de vue pour savoir s'il y en a un tout petit peu, s'il n'y en a pas du tout, etc. À mon avis, c'est pas très intéressant, mais ce sont donc des sociétés, alors dont certaines sont un peu connues, par exemple les Iroquois, que j'avais déjà évoqué tout à l'heure. Alors, question qu'on peut se demander, mais alors, si le monopole des armes par les mâles chez les humains est donc intimement lié à leur domination sur les femmes, ou en tous les cas à la tendance à la domination sur les femmes, comment tout ça s'est mis en place? Alors, comment dire, il y a deux grands scénarios possibles. Soit on se dit, on vient d'une branche de primates où il n'y avait pas particulièrement de domination masculine. Vous voyez, si on prend nos cousins, on était plutôt bonobos, ou en tous les cas pas loin. Mais le fait qu'à un moment donné, on ait inventé la division sexuée du travail et qu'on ait donné les moyens de la violence aux hommes, eh ben, ça a fini par sécréter la domination masculine dans notre branche évolutive. Deuxième scénario inverse. Nous venons d'une branche de primates où il y avait une domination masculine déjà établie. Par exemple, on ressemblait beaucoup aux chimpanzés. Et puis finalement, quand on a divisé le travail, les mecs, on a en quelque sorte humanisé une domination masculine préexistante. On lui a donné des instruments nouveaux et puis évidemment tout un fatras idéologique, culturel, etc., par-dessus. À titre personnel, je n'ai aucune espèce de queue de début de commencement de réponse à cette question-là. Je ne vois pas du tout comment on pourrait y répondre. Et donc, je pense sage de laisser les deux hypothèses, ouvertes. Évidemment, si quelqu'un trouve un jour une clé, il faut surtout qu'ils en servent. Voilà. Alors, j'en ai presque fini. Je ne peux pas ne pas finir. Attention, double négation. Je ne peux pas... Ah non, une seule. Je ne peux pas terminer sans évidemment en revenir aux raisons
pour lesquels cette histoire de chasse féminine nous occupe tant et a tant d'écho, et pourquoi on voit la grande presse reprendre à grand bruit tout un tas d'articles, etc., etc. Pourquoi on est là aujourd'hui, quoi, hein, en gros. Hein, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on assiste à un réexamen assez orienté de cette vieille question? Il y a l'idée, il n'y a pas besoin d'être très malin hein, pour répondre à ça. Il y a l'idée que si on arrive à montrer qu'au Paléolithique, il n'y avait pas ou peu de division sexuée du travail et pas ou peu de domination masculine, c'est bon pour les combats féministes actuels et futurs. C'est un point d'appui. C'est une façon de dire, vous voyez, c'est pas dans la nature humaine, et donc c'est bien la preuve qu'on va pouvoir aller vers une autre société. Alors, petite parenthèse avant de répondre à ça, il faut faire très attention à ça parce que ces récits, comment dire, sur le passé, vous pouvez les retourner avec un peu de rhétorique comme des gants. Et il y a des tas de sociétés qui ont expliqué que jadis, c'était les femmes qui avaient le pouvoir. Hein, et ça, c'est un mythe extrêmement répandu en Amazonie, en Océanie. Jadis, ce sont les femmes qui avaient le pouvoir. Alors, il y en a même où il y a des détails croustillants. Nous, les hommes, elles nous frappaient, elles nous battaient. On n'avait pas le droit de connaître les secrets de leur religion. On était à la maison, on restait, c'est nous qui donnions le sein aux enfants, etc., etc. Bon. Toujours est-il que ces récits se finissent invariablement de la façon suivante. C'était le chaos, c'était n'importe quoi. À un moment donné, les femmes ont dit on n'y arrive plus, tenez, voilà les clés, vous ferez mieux que nous. Ou les hommes se sont rebellés, ou etc., etc. Bref, il y a eu la révolution. Et depuis, c'est les hommes qui dominent. Et vous avouerez, ça marche quand même drôlement mieux comme ça. Et c'est très bien, voilà. Et donc, vous voyez que le récit mythique d'un matriarcat primitif, c'est pas du tout en soi quelque chose de féministe. Et la plupart des sociétés très marquée par une domination masculine outrancière parmi, encore une fois, les chasseurs-cueilleurs et les petits cultivateurs, racontait ce matriarcat primitif pour légitimer la domination masculine bien réelle dans leur société. Soit dit en passant, quand le matriarcat est passé du stade de mythe au stade de théorie scientifique, donc en gros vers 1860, les premiers qui défendent l'idée d'un matriarcat primitif, donc un Suisse qui s'appelle Barhofen, qui dit jadis c'était les femmes qui avaient l'ascendant dans la société, etc., etc. Il ajoute, vous voyez, en gros, tant que c'était les femmes qui dominaient la société, on est resté des sous-devs. Hein. Enfin, je veux dire, c'était, voilà, on était les primitifs, quoi. C'est le jour où c'est les hommes qui ont pris la société en main qu'on a commencé à faire de la culture cumulative et à marcher vers la civilisation. Donc vous voyez comment ces discours peuvent se retourner comme des gants, parce que, en fait, c'est pas des raisonnements, c'est de la rhétorique. Alors, j'en reviens à l'idée qu'il faudrait prouver que la domination masculine et ou la division sexuée du travail n'ont pas existé depuis toujours pour prouver que les revendications féministes actuelles ont une chance d'aboutir. C'est un raisonnement faux, c'est un raisonnement qui plaît évidemment, mais c'est un raisonnement faux, parce que si nous vivons dans une société, et probablement, même plus que probablement, d'après tout ce qu'on sait, la première société de toute l'histoire humaine qui est en train de revendiquer la disparition des genres, parce que c'est comme ça qu'il faut parler, nous on dit égalité des sexes, mais c'est pas un très bon mot, nous ce qu'on veut c'est que les femmes et les hommes, enfin je dis on, ce que globalement la société exprime comme souhait, c'est que les femmes et les hommes, un, il n'y ait plus de discrimination juridique d'aucune sorte, et deux, que de fait, il n'y ait plus aucune distinction, que la société soit en quelque sorte indifférente à l'appareil reproducteur des individus, tout comme une société non raciste, c'est une société indifférente à la couleur de peau ou à la forme du nez ou à tout ce que vous voulez des individus. Bon bref, si c'est à l'ordre du jour dans nos sociétés, c'est pas parce qu'on est en train de renouer avec le paléolithique perdu, hein, c'est tout simplement parce qu'on vit justement une époque inouïe, une époque nouvelle qui a mis tout ça à l'ordre du jour. Les conditions de cette disparition de la division genrée de la société sont réunies pour la première fois dans les sociétés humaines. Alors, à tout ça, évidemment, il y a des causes. La première série de causes, c'est des causes matérielles. C'est le remplacement de la force humaine par le machinisme qui fait tomber une des barrières au fait qu'il y ait des métiers d'hommes, hein, et où, du coup, vous pouvez avoir des femmes agricultrices qui conduisent des tracteurs, ça pose aucun problème.
prendre cet exemple-là. Deuxième facteur qui a joué considérablement, les progrès de la médecine et de la contraception, qui ont d'une part diminué d'une manière absolument drastique la mortalité infantile, et d'autre part permis aux femmes de beaucoup plus choisir le moment de leur grossesse, etc., et qui a pas évidemment supprimé, mais diminué considérablement le poids que représentait la maternité dans la vie d'une femme, disons, moyenne. Il y a aussi des causes sociales qui sont elles aussi assises sur des causes matérielles, mais nous vivons dans une société où tout s'achète et tout se vend. Eh bien ça, c'est aussi tout nouveau dans l'histoire des sociétés humaines, et cette marchandisation de l'économie, eh bien elle a contribué à dissoudre dans les esprits, dans les faits d'abord, et dans les esprits ensuite, la séparation traditionnelle entre le travail masculin et le travail féminin. On dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, et bien l'argent n'a pas non plus de sexe. Et finalement, du point de vue des rapports entre les sexes, notre époque est celle où l'humanité est en train de sortir, je me suis permis de rajouter un petit mot, non scientifique et d'ordre personnel, en disant c'est pas trop tôt, de la préhistoire. Voilà. Alors, juste le petit mot de la fin. Reconnaître que la division sexuée du travail dans le passé a existé, qu'elle était probablement globalement très profonde et qu'elle a eu des conséquences tout à fait, fortes sur les rapports entre les genres, ça n'est pas spécialement antiféministe, ça dépend de ce qu'on en fait, de ce constat. Et de même, dire à tout prix que ça n'a pas existé, c'est pas en soi un raisonnement féministe. Comme tout combat émancipateur, le féminisme n'a pas besoin de mythes, mais de vérité, et donc de bonne science, ça va sans dire. Et ce coup-ci, j'ai vraiment fini de vous embêter. Je signale quand même donc que j'ai quelques parutions. J'ai écrit un bouquin qui a sans doute contribué à ce que je vous parle aujourd'hui, qui traite de tout ça, qui s'appelle « Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était ». Je vous signale la parution récente du livre de ma collègue Anne Augereau, qui est donc une archéologue. Moi, en gros, je creuse le tunnel côté anthropologie sociale. Elle l'a creusé du côté archéologie et on s'est retrouvé au milieu. Donc, je vous recommande vivement son livre et je crois pas dénoncer un secret en disant que Jean-Jacques Hublin l'a beaucoup apprécié aussi. Et comme qui se ressemble finit toujours par s'assembler, on a fait un livre collectif ensemble qui s'appelle « Aux origines du genre », qui est un petit livre mais qui va grossir et qui, dans quelques mois, va reparaître dans une deuxième version avec, en gros, le double de chapitres écrits par différents collègues. Et puis donc, en un mot, je tiens un blog qui porte le nom de la hutte des classes et sur lequel vous pouvez à la fois trouver mon actualité, je réfléchis à capot ouvert, à voix haute, quitte à dire des bêtises, etc. Mais ça me permet d'avoir des tas d'échanges avec des tas d'internautes qui contribuent et ça fait un peu un lieu de discussion, tout ça, qui personnellement m'aide beaucoup. Et voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.